On est de retour sur la chaîne Basket Session Reverse, mardi, nouveau CQFR, avec un trade qui a eu lieu cette nuit, un des premiers trades en attendant cette free agency. Shai, John Collins qui débarque au Jazz. John Collins qui est transféré, on pourrait presque, dommage, il n'y a pas des bruits de trompette derrière. Ça y est, tu sais, enfin John Collins transféré. Ça fait, le mec est dans les rumeurs depuis 1997 et finalement il est trade. Mais contre rien, Shai. Parle-nous-en un peu. Je ne comprends pas pourquoi les Hawks ont attendu aussi longtemps pour finalement dire bon, vas-y, juste on l'envoie là contre pas grand-chose. Mais ils ont été rattrapés par la menace du nouveau CBA, de la luxury tax, de toutes ces choses-là. Mais ça montre encore une fois que parfois il faut savoir vendre haut quand la valeur elle est encore assez haute. Et Collins, il a eu une bonne valeur à un moment. C'est quand même un mec qui leur mettait des points, des rebonds, et qui est assez jeune. Il y a une période où on savait que ça ne mènerait à rien, enfin qui ne serait pas une pièce maîtresse d'une équipe, de cette équipe-là en tout cas, pour jouer le titre, mais que c'était le moment de le vendre. Tous les ans, à chaque fenêtre de transfert, on savait, on se disait ça peut être pas mal contre ça et ça. Et franchement, parfois il y a des trades qu'on évoquait, la valeur était cool, le retour était super cool pour les Hawks. Oui, parce que là, juste, voilà, je donne quand même, j'ai pas donné la valeur, mais en gros, Rudy Gay, je ne savais même pas qu'il joue encore au basket. Je pense qu'il jouera pas à Atlanta ou alors ce sera anecdotique. Je suis pas sûr que Rudy Gay lui-même sache qu'il joue encore au basket. Et il y aura donc Rudy Gay, un second tour de draft. Donc autant dire là, franchement, sauf coup de chance, c'est rien. Et en fait, le principal atout récupéré dans ce deal pour Atlanta, c'est une trade exception de 25 millions de dollars. Donc c'est la différence, ça correspond au salaire de John Collins, quoi. Pour éventuellement, à un moment dans un trade, absorber 25 millions de dollars d'un contrat. Mais ça sous-entend faire un gros trade et je sais pas, c'est même pas sûr qu'il y en ait un qui se présente. C'est ça, c'est totalement bradé. Comment dire, je suis en train de, j'imagine Danny Ainge qui a flairé le coup et qui est allé braquer les dirigeants des Hawks. C'est un vrai braquage. Enfin, c'est pour le Jazz. C'est après quoi qu'on pense de l'équipe, de ce à quoi ressemble l'équipe du Jazz avec Collins. C'est un braquage total. Tu récupères un joueur de 25 ans qui a déjà fait des saisons à 20 points dire bon, pour ainsi dire, quasiment, qui est quand même, c'est un bon joueur. C'est vrai, Collins, c'est un bon joueur. C'est juste que là, c'était peut-être une question de fit et puis la stratégie sportive des Hawks, c'était pas très clair. Elle est très axée sur Trae Young. Enfin, on sait qu'il y a eu des problèmes dans le vestiaire, ça a changé de coach. Enfin, c'est totalement le genre de mec qui peut peut-être changer de décor et devenir un. Alors là, en tête, j'ai l'exemple d'Aaron Gordon. C'est peut-être pas le plus parlant, mais tu vois ce que je veux dire. Peut-être un mec qui est dans cette catégorie d'âge-là, dont on sait que c'est un très très bon joueur et qui va peut-être devenir un All-Star ou un joueur hyper précieux dans une autre équipe. Et là, le Jazz, ils font un coup. Enfin, tu te rends compte ce que tu lâches pour. Tu lâches un vétéran dont effectivement plus personne ne savait qui jouait parce qu'il a été tour à tour blessé et puis on ne sait même pas s'il avait vraiment envie de continuer. Et un futur deuxième tour de draft, pour un joueur de 25 ans, c'est totalement fou, je trouve que c'est. Mais ça montre que, encore une fois, parfois il faut vendre quand la valeur est haute et on va voir de plus en plus de trades comme ça, je pense, d'équipes qui ont merdé tout simplement à un moment et qui, de peur de se retrouver encore plus prisonnières, vont lâcher des joueurs comme ça contre rien. C'est ça, parce que le nouveau CBA impose des limites, impose plus de restrictions pour les équipes qui sont fréquemment au-dessus de la luxury tax. Et donc, John Collins, moi, hier, quand j'ai vu le trade avec la contrepartie, je me suis même demandé, mais est-ce qu'il est en fin de contrat ? Je me suis dit, est-ce qu'il est en fin de contrat, pour que ça explique que la valeur soit si faible ? Mais non, il est encore lié jusqu'à la franchise, jusqu'en 2020. Enfin, du coup, il est lié son contrat jusqu'en 2026 ou 2027. Je vais vérifier ça en même temps. Mais donc, en gros, il a quand même un contrat semi-long. Et pour Utah, alors moi, je ne suis pas un grand fan du fit. Je t'avoue, honnêtement, Mark Cannon qui joue 3 ou John Collins qui joue 3, que ce soit l'un ou l'autre, ça ne me plaît pas des masses. Je trouve que c'est plus des 4. Je trouve que c'est comme Aaron Gordon, justement, pour reprendre ta comparaison. John Collins, c'est un mec que je préfère voir en 4 qu'en 3. C'est comme Jeremy Grant. Il y a des joueurs comme ça, comme Tobias Harris. Il y a des joueurs, je trouve que dans cette NBA, c'est mieux quand ils jouent 4. Même Mark Cannon, autant défensivement qu'offensivement, au final. Et du coup, je ne suis pas forcément fan du fit, mais ça reste une équipe qui était déjà correcte l'an dernier, qui récupère, comme tu l'as dit, un bon joueur. Et en fait, pour l'instant, le fit, limite, en fait, on s'en fiche. Le Jazz, de toute façon, l'équipe, elle n'est pas aboutie. Elle peut encore faire d'autres moves. Et Collins, du coup, vu qu'il a ce contrat-là, ils peuvent le retransférer à un autre moment. Et sans doute contre beaucoup plus que ce qu'ils ont lâché là. Sûr et certain. Mais ce qui est beau, je trouve que le Jazz, dans tous les cas, on va voir comment ça va fonctionner. Effectivement, Mark Cannon en 3, on en avait déjà parlé à l'époque à Cleveland. On n'était pas certain
de la pertinence. Même si là, bon, l'année dernière, il a passé un cap. Il est très bien. Bon, c'est une équipe qui est très bien coachée aussi. Il faut penser à ça. Ouais, Est-ce que Will Hardy est pas capable de faire fonctionner tout ça? Déjà, c'est très possible. Mais j'aime la profondeur qu'ils sont en train d'avoir là, parce ouais, c'est qu'ils ont ça. drafté. Alors, c'est personnel aussi, mais j'adore Taylor Hendricks. On en avait parlé avant la draft. Ils l'ont sur les postes 3-4. Je trouve que c'est super. Donc là, ils ont une profondeur qui commence à être intéressante. Et comme tu l'as dit, ils peuvent très bien rebondir derrière. Bon, bah Collins, c'était pas fou. On va repartir sur autre chose. Et puis tu trades un joueur de 25 ans qui va, dans tous les cas, je pense, faire des bonnes stats, même s'il joue 3, hein, ou même s'il Ouais, c'est marque un ça. joue 3. Il va les faire. Il va tourner Il va à, avoir je sais son pas, rendement. 16 points, 16 16 points, points, 9 ouais, rebonds, voilà. Enfin, et on va exactement. voir. En plus, c'est un mec. Enfin, justement, j'essaie de repenser. Je sais plus si c'était chez JJ Redick ou ailleurs. Et Théo m'en avait parlé, pourra peut-être confirmer. C'est un mec qui est très, 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 très réfléchi, qui a qui connaît le jeu, l'histoire du jeu, qui est qui est plutôt humble, c'est un travailleur. Enfin, il y avait j'ai trouvé super intéressant. Et je pense vraiment que c'est un type qui avait vraiment besoin juste d'un changement de décor et qui va peut-être se révéler à Utah ou ailleurs, hein. C'est peut-être juste une transition, on verra, mais c'est un coup magnifique pour Utah dans tous les cas. Et Atlanta, bah, va falloir bien enchaîner derrière pour pas qu'on se mette sur leur dos après l'analyse de ce trade. Je pense que Collins il a été mal utilisé en fait. Il a un vrai Mm. potentiel, il a des qualités, il a un talent. Sauf que les Hawks n'ont jamais su où le faire jouer, comment maximiser ses qualités. Et tu as raison de souligner qu'il y a un très bon coach à Utah parce que mine de rien, à Atlanta justement, il a connu plusieurs coachs Mm. et ça n'a jamais vraiment marché. Et le seul moment où il y a un vrai bon coach, je dirais Quinn Snyder, c'est le moment où de toute façon ils s'en séparent. Donc bon. Ouais. Et c'est vrai que lui, nous aussi, pour continuer à lui jeter des fleurs, mais à lui lancer des fleurs. C'est aussi un joueur qui a su souvent, des fois, mettre son écho de côté quand même, Mm. s'inscrire dans le collectif malgré les rumeurs, malgré. Bah oui, c'est plein, comme tu l'as dit, il y a eu des frictions, mais il a quand même continué constamment à faire le job. Mm. Et bon, en tout cas, et pareil, le seul point négatif pour Utah, au-delà du fit, on aurait pu dire bah c'est un gros salaire, etc. Vu qu'il va toucher 25 millions, c'est même pas si gros avec la hausse du cap annoncée. Et en plus, de toute façon, le Jazz, ils en ont entre guillemets rien à faire, vu que c'est pour le moment, comme je disais, leur équipe, elle est encore dans sa phase de construction, de peaufinage, Ouais. donc ils ont pas encore de grosses extensions à signer. Markkanen est déjà sous contrat jusqu'en 2025. Ils ont des Euh, pierres angulaires. Là, Walker Kessler, s'il confirme sa saison rookie, exactement. elle est excellente. Ça. Enfin, en protection de cercle et tout. Enfin, moi, j'aime vraiment bien ce qu'ils ont. Même si, effectivement, on peut se demander si ça va pas. Ça peut peut-être parfois se marcher un peu dessus, mais Markkanen a fait une saison de All-Star. Collins, on sait ce qu'il apporte. Walker Kessler, s'il progresse, enfin, sa saison rookie très discrète parce que peu de gens regardaient le Jazz, mais il a été vraiment excellent. Autour, il y a des pièces, quoi. Il y a vraiment du monde. Et comme je disais, Hendricks, je pense qu'on va voir cette année et qui va vite se montrer. C'est, ouais, dans la perspective moyen terme, Utah travaille très bien. C'est pas très étonnant vu les gens qui sont en place, vu le coach, vu Danny Ainge. Ça travaille bien. Oui, ça s'est très bien relevé des départs finalement de Donovan Mitchell et de Rudy Mm. Gobert. La franchise est dans une bonne position. Alors évidemment, elle est encore, j'allais dire loin, mais pas tant que ça. Enfin, elle n'est pas tout près, on va dire, de retrouver les playoffs, mais ça va dans ce sens. Et non, clairement, c'est du bon boulot. En parlant d'une équipe qu'on aimerait bien voir du bon boulot, ou que j'aimerais bien voir faire du bon boulot, on va parler un peu des Blazers. C'est un Mm. point qui revient souvent en ce moment dans le CQFR, mais Ouais. ça risque d'être le cas encore un moment. Le dossier Damian Lillard et le dossier Portland rythment un peu l'actualité NBA en ce moment. Ils se sont rencontrés hier, Shai, et pour l'instant, statu quo. Joe Cronin a assuré à Lillard que le but était toujours de construire une équipe compétitive autour de lui. Et alors, The Athletic évoque un scénario, et je vais te demander de me commenter ce scénario, un Mm. scénario qui serait idéal apparemment pour Lillard. Ce serait donc Jeremy Grant qui prolonge et Draymond Green qui viendrait lors de la free agency. Ça, c'est le scénario entre guillemets idéal proposé par The Athletic. Ah, c'est compliqué. Déjà, c'est compliqué à faire parce que Draymond, il m'a quand même l'air bien déterminé à rester à Golden State. Et s'il part pour Portland, est-ce que c'est vraiment Portland qui est. Est-ce que c'est la Sachant que destination? Portland n'est pas l'équipe qui pourrait lui proposer le plus d'argent au Voilà. passage. Donc, est-ce que lui va y aller dans un bourbier simplement parce qu'il aime bien Lillard? Je ne suis pas sûr. Et on est encore, de toute façon, enfin, on est encore dans cette phase de. C'est un poker, c'est une partie de poker. Ils essayent toujours
Tu fais c'est la comparaison tout à l'heure avant qu'on commence, mais tu sais, voilà, ces couples qui veulent pas se séparer. Mais je comprends parce qu'il y a tellement de bons souvenirs, il y a tellement de. Enfin, il y a toujours de l'amour entre Portland et Lillard personne veut veut faire la séparation, quoi. Ou personne veut être jugé responsable de la séparation. Tu sais, ils veulent pas qu'on dise c'était d'un commun accord, mais l'autre était plus d'accord que moi. Enfin, tu vois, c'est le fameux truc. Auprès de Et ton groupe de potes. voilà, c'est ça. Mais je comprends les Blazers parce qu'ils veulent lui montrer. Je veux dire, s'ils essayent réellement de faire Draymond Green, qu'ils vont le rencontrer, parce que Draymond veut rencontrer des équipes visiblement quand même pour faire la démarche de la free agency, tout ça, il veut rencontrer, donc il va peut-être les rencontrer. Eux après, ils auront les mains propres. Ils diront à Lillard, écoute, on a essayé regarde, on a fait l'entretien avec Draymond Green, c'est ce que tu voulais. Tu peux pas Il dire qu'on sera n'a là pas sans essayé. doute à l'entretien d'ailleurs. Voilà, tu peux pas dire qu'on n'a pas essayé. Ils vont tenter d'autres trucs, peut-être rencontrer d'autres free agents, peut-être moins clinquants, mais et ils auront respecté leur part du deal parce que à part peut-être sur le pic de draft, mais visiblement toujours dans l'article de The Athletic, ils disent que ils lui vendent le truc en mode Scoot Henderson, c'est meilleur que ce qu'on peut faire sur n'importe quel trade avec le pic, ce qui est peut-être vrai, hein, on ne sait pas. Et donc ils lui vendent le truc et après on lui dit, et même aux yeux des gens, regardez, ils demandaient des gens connus, des stars, on a essayé de faire venir Draymond Green, on a essayé de monter des trades, mais c'est compliqué, la conjoncture, blablabla. Enfin, ils pourront se sauver comme ça. Et lui, c'est pareil. Il essaye aussi de ne pas être le gars qui demande son trade parce que il a tellement fait d'éclat et c'est pour ça qu'on l'adore. Il a tellement fait d'éclat en disant les gars, moi je suis un joueur à l'ancienne, je vais aller jusqu'au bout avec mon équipe. Au bout d'un moment, il faut quand même qu'on essaie de se renforcer, mais je suis pas un de ces mecs qui va rejoindre une super team, donc il faut qu'il fasse très attention aussi à préserver son image. Je pense qu'il y tient et t'imagines après tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait, si c'est lui qui met vraiment qui demande officiellement son départ après tout ce qui a été fait, c'est compliqué. Donc là, ça peut durer très longtemps, hein. Franchement, ça peut continuer comme ça. C'est un feuilleton, comme tu disais. Tous les jours, il y a un peu des nouveaux éléments. Je sais pas s'ils parlent directement. Là, ils se sont rencontrés, mais ils parlent les deux camps parlent aux journalistes. On sait que Lillard parle à ses journalistes préférés, que le camp avec Joe Cronin, ils doivent aussi relayer des trucs. Donc ça peut durer très 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 longtemps et peut-être qu'il n'y aura pas de trade du tout dans un premier temps, hein. Moi, j'espère quand même qu'en juillet, à un moment. J'ai l'impression qu'en fait, chaque partie essaye de jouer un peu sur les deux tableaux. Lillard, bon, après, Lillard, c'est différent parce que c'est le joueur, c'est vraiment surtout la franchise qui, j'ai l'impression, joue sur deux tableaux. Mais bon, même Lillard, il y a donc ce côté, tu sens qu'il n'a pas vraiment envie de partir, mais tu sens que Miami, ça l'attire quand même. La perspective de découvrir autre chose. Moi, je pense qu'il est arrivé au stade, avec tout ce qu'il a donné, il arrive au stade où je pense la fanbase peut vraiment comprendre voilà, que c'est ce qu'il est temps, qu'il est l'heure. Et je trouve que la franchise, pour le coup, elle joue vraiment sur deux tableaux parce que le côté on essaye. Franchement, il y a un truc que les Suns nous prouvent dans cette ligue ou que même plusieurs équipes, certaines nous prouvent, c'est quand tu veux, en réalité, tu peux dans cette ligue. En réalité, si tu as vraiment envie, même les trades les plus dingues, à part les 10 joueurs intransférables, en vérité, si tu veux, tu peux. Et je pense qu'avec Scoot Anderson, je pense quand même que tu peux aller chercher des joueurs. Si Bradley Beal a été changé contre 4 bouts de ficelle, franchement, c'est James Jones d'ailleurs, c'est le GM des Suns quand il était joueur, il disait ça. Je ne sais plus de quel. Il y a eu un gros transfert en NBA et lui, alors rien à voir, il avait été interrogé en tant que joueur, mais il avait déjà cette fibre de GM. Ouais. Et il disait non, mais dans cette ligue, ne vous fiez pas à ce que vous pouvez lire. Si tu veux faire un gros trade, c'est vraiment possible, il faut juste donner les moyens. Mais on sous-estime aussi, on sous-estime le fait que les GM, la sécurité de leur job, elle est précaire, tu vois. Ouais, c'est ça. T'en as qui sont en mode rien à faire et puis qui tentent tout. Ils savent que de toute façon, s'ils sont pas en playoff ou s'ils jouent pas le titre, ils vont se faire virer. Mais je pense que la Cronin, qui est à la base un intérimaire, tu sais, avec tout le bazar qu'il y a eu, qui a accédé à la fonction, il veut pas être le mec qui va trader Damian Lillard, je pense, parce que là, si tu trades Damian Lillard et que derrière ça marche pas tout de suite ou que tu sens que ça va nulle part, tu sautes tout de suite. Enfin, les gens, ils vont vivre un enfer. En fait, s'il y a une reconstruction. En fait, le truc, c'est que s'il y a une reconstruction, souvent, c'est une reconstruction totale, en fait. Du coup, si l'équipe change le GM, finit par changer le coach, etc. Et c'est une franchise qui est théoriquement en vente, hein, en plus. Hein, donc, je pense que là, il essaye un peu de. Mais je comprends vraiment les deux parties. C'est ça qui est pas simple. Et je pense effectivement que tout le monde essaye un peu de ménager à la fois son image et en même temps d'essayer d'être actif. Je pense qu'il y a il y a peut-être vraiment de la bonne volonté, c'est-à-dire que Lillard essaye vraiment de ne pas partir juste pour partir, et les Blazers essayent peut-être vraiment de faire les deals, mais
ils hésitent encore parce que là, tu me demandais l'avis sur Draymond Green. Je sais pas si juste si tu rajoutes Draymond Green et que tu prolonges Jeremy Non, Grant, que j'adore, je sais pas si ça ça suffit fait pas. toi le top Non. 3 de l'Ouest. Enfin, c'est pas sûr du Surtout, tout. surtout à l'Ouest, et au final, tu es juste en route pour jouer peut-être un premier tour de playoff. Tu as peut-être plus de garanties, effectivement, de faire les playoffs, mais bon, tu n'es pas un candidat à viser très haut. Portland, c'est une franchise qui a rarement tanké quand même, qui a très Ouais, rarement tanké dans l'histoire, qui a c'est vrai. très souvent été compétitive, qui a joué quasiment les playoffs peut-être 60% du temps dans son existence. Mm. Mais moi, je comprends l'attrait de vouloir rester avec. T'imagines, tu as Scoot Anderson, Shadon Sharp et Anthony Simons, tu as quand même trois bons jeunes. Mm. Tu te dis, tu n'es même pas obligé forcément de tanker derrière, tu vois, tu peux juste attendre que eux se développent. Tu peux ajouter quelques vétérans. En Mm. fait, Jeremy Grant, tu peux le re-signer, que Lillard parte ou non, quoi. Ouais. Enfin, tu peux. Je comprends l'envie des Blazers aussi quelque part de pas faire une croix sur ce projet jeune, alors que quelque part tu sais que n'importe quel trade, ça va pas forcément te mettre dans la course au titre. Même si moi personnellement j'aimerais que ça soit fait parce que j'aime pour Lillard, tu vois, j'ai à titre purement individuel, mais je comprends la logique derrière de se dire non mais c'est excitant aussi de reconstruire avec Scoot Anderson. Par exemple, moi, je ne le cache pas, je suis supporter des Blazers. J'avoue que ça m'attire quand même l'idée de te dire, bah, ça se trouve, pendant 10 ans, il y aura Scoot Anderson. C'est un prospect excitant, tu vois. Ouais, il est chaud quand même. Il est quand même bien Donc, chaud. Enfin, même s'il n'y a pas de résultat tout de suite, je parle dans un monde où il n'y a pas Damien Lillard, hein, parce que si Lillard est là, forcément, c'est plus compétitif et tu peux pas juste te contenter de highlight d'un rookie. Mais ouais, dans l'idée où c'est lui qui est à la base du projet de reconstruction, le gars, il a quand même un jeu excitant et qui te fait vendre des maillots. Et tout, en théorie, hein. Après, on attend de le voir. Il a joué que en J-League, entre guillemets. Mais il y a quelque chose. Enfin, faut être aveugle pour voir que le mec, il a une détente de malade, un physique de brut. Il est quand même. C'est pas rien. Donc, ouais, écoute, le feuilleton va continuer. Je pense que c'est pas la dernière fois qu'on parle des Blazers, c'est Damian Lillard ouais, dans le CQFR. exactement. Il y aura d'autres CQFR. Par contre, tiens, quelqu'un de qui on parle quasiment jamais, je crois qu'on n'en a jamais parlé depuis le début des CQFR, c'est Dennis Rodman, qui a réussi à se distinguer. Raconte-nous qu'est-ce qu'il a encore lâché, The Wall. Mais il faut savoir il a un truc avec Larry Bird depuis même l'époque où il était joueur, où il jouait avec les Pistons. Tous les ans ou tous les 2-3 ans, il va refaire une déclin un peu qui n'a pas de sens parce que alors, si tu connais le basket et que tu connais l'histoire du basket, tu sais que Larry Bird, c'est un monument, quoi. Enfin, c'est un joueur fantastique, intergénérationnel, enfin, qui aurait été bon à toutes les époques. Ouais, C'est bien sûr. quasi sûr, vu le joueur qu'il est, le gabarit, bref. Et bah, l'ami Rodman n'a rien trouvé de mieux à nous dire chez DJ Vlad, hein, donc bon, il faut tempérer un peu. C'est typiquement l'endroit où les célébrités disent des conneries. Donc il a été interrogé sur Bird, je ne sais même plus quel était le démarrage de la discussion. Et en gros, il dit non, mais Larry Bird, s'il avait joué à cette époque-là, là, aujourd'hui, en 2023, avec les règles actuelles et tout, il jouerait en Europe. En Europe. Donc, juste. Bah, il Donc, aurait gagné 10 Euroleague de sous-entendu, suite alors. voilà, mais sous-entendu, pas assez fort ou pas le jeu assez adapté pour jouer aujourd'hui. Ce qui n'a aucun sens parce que Enfin, moi, j'ai dans l'idée. Alors, après, je suis peut-être partial, j'aime beaucoup Bird, même si je ne l'ai pas vu jouer en live. Enfin, c'est un joueur que j'ai beaucoup étudié après, je trouve son jeu fantastique. Je pense qu'il aurait presque été meilleur aujourd'hui qu'à l'époque, avec les Ouais. moyens d'aujourd'hui, avec le style de jeu pratiqué. C'est-à-dire que c'est un mec en début de carrière, il n'y avait même pas la ligne à 3 points. Il a développé son tir petit à petit. Aujourd'hui, avec le nombre de tirs à 3 points qui sont Il pris, prendrait 10 tirs à 3 points par match. mais vu le niveau du joueur et puis la qualité de passe, le playmaking, les moyens pour prolonger sa carrière aussi, parce qu'il avait le dos flingué, mais pas parce qu'il jouait à fond et qu'il n'avait Et pas les puis mêmes c'est moyens pas pour la se même finir. science du coup, hein. Bah C'est oui, pas la c'est même ça. science. Bon, voilà, tout ça pour dire que c'était une bêtise sans nom, mais c'est pas la première, c'est un peu récurrent chez Rodman. Quand il était joueur à Détroit, donc plutôt vers le début de sa carrière, il avait dit des trucs de fou. Alors, un peu sur fond j'allais dire de communautarisme, un peu de racisme, c'est un peu. Parce que, bon, c'était une époque un peu différente, hein, mais il avait quand même dit Larry Bird, quand Bird venait de gagner le titre de MVP, il avait dit Bird n'est pas le meilleur joueur de l'NBA, il est blanc et c'est la raison pour laquelle il a reçu le titre de MVP. Personne ne donne de crédit à Magic On dirait Johnson. du Kendrick, du Ouais, Kendrick c'est Perkins. ça. Tu vois, personne ne donne de crédit à Magic Johnson. Déjà, cette phrase, à l'époque, personne ne donne de crédit à Magic Johnson, c'est quand même un peu fort. La Qui, superstar des Lakers. voilà, qui méritait déjà le titre la saison dernière. Vous pouvez aller lui dire que j'ai dit ça. Je sais que vous le marquerez dans l'article dans tous les cas. Et alors, il s'est excusé 35 ans après en disant j'étais jeune et stupide. J'ai dit que s'il avait été noir, il aurait juste été moyen. J'étais stupide.
me suis mis à respecter les gens au fur et à mesure. Mais bon, il le respecte, mais il dit quand même un truc qui est encore presque plus irrespectueux que ce qu'il a dit à l'époque. Parce que s'il y a bien un joueur qui, indifféremment de la couleur de peau, aurait été, je pense, fantastique à toutes les époques, c'est... Mais bon, ça part c'est la fameuse... moi, j'ai dans l'idée, je pense que c'est pareil, que t'es pareil, que les grands joueurs de chaque époque, ils auraient trouvé le moyen d'être grands à quelle époque, en fait. C'est ça le truc. En fait, il y a un truc que je trouve très, très bête à chaque fois qu'on dit « Ah, machin, à telle époque, il n'aurait pas été ça, il n'aurait pas été ça ». C'est on prend un joueur d'aujourd'hui et on le transpose dans une autre époque et on transpose que le joueur, que ses qualités de joueur, mais on ne réfléchit pas dans quel contexte il aurait grandi si justement il était arrivé à cette époque. Oui. C'est le truc. C'est comme quand on dit Curry n'aurait pas pu jouer dans les années 90, c'est le truc le plus stupide. En fait, un joueur fort où LeBron n'aurait pas pu jouer à telle époque ou telle époque. Si Curry avait grandi dans ce basket, il se serait développé autrement, mais en ayant le même cerveau, les mêmes skills, enfin, tu vois, peut-être pas forcément les mêmes skills, mais la même aptitude à développer des skills. Donc, en fait, un grand joueur, il aurait été grand à n'importe quelle époque. Donc, déjà, je suis d'accord avec toi, même si on prenait le Larry Bird, on reste purement le joueur et on le transpose aujourd'hui. Si Jokic, il fait tout ce qu'il fait, excuse-moi, Bird, je vois pas pourquoi il ferait pas la même chose, quoi. À minima, la même chose. Bird, c'est Luka Doncic, hein. Aujourd'hui, il serait Doncic. Dans ce basket avec moins de contact, là, mais plus de 3 points, et ça aurait été monstrueux. Mais voilà, mais encore une fois, si Bird, par contre, il avait grandi aujourd'hui, il aurait eu accès à d'autres moyens pour la science, pour la médecine, pour son dos, il aurait développé d'autres qualités. Ça aurait peut-être été un shooter encore plus grand. C'est sûr et certain. C'est complètement, pour moi, ce discours à chaque fois est débile. Ouais, mais machin, si tu le mettais dans les années 90, il aurait grandi donc dans les années 80, donc il aurait regardé d'autres baskets, donc il serait développé autrement, et basta, et point. Ouais. Il aurait été fort. Toujours dans l'idée de défendre. Ça n'a pas de sens, en fait. Toujours dans l'idée de défendre les vieux, c'est pareil, même si on remonte très très loin. Peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord, mais tu sais, il y avait quand JJ Redick avait dit machin jouait contre des plombiers, je pense qu'un Bill Russell dans les années 90, c'est pareil. C'était un athlète tellement supérieur à son époque qu'il aurait trouvé le moyen d'être un athlète supérieur après. Comme Will Chamberlain. Comme Chamberlain, évidemment. C'était des mecs qui étaient tellement au-dessus du. Ils auraient trouvé le moyen, je pense. Donc c'est pour ça que j'aime pas quand des anciens joueurs ou des joueurs actuels dénigrent les uns et les autres. Et il y a une fibre de grands joueurs qui fait que tu t'adaptes. Presque sur des cas particuliers, on pourra en débattre un jour. Il y a peut-être des mecs qui auraient été en difficulté pour X raisons parce que les contacts physiques, la dureté, mais je pense qu'ils auraient trouvé le moyen d'être durs aussi. Bien sûr, ils auraient développé un autre physique, en fait, c'est tout. Et comme nous le souffle Théo dans l'oreillette, je pense que Dennis Rodman aurait peut-être eu du mal aussi en 2023, quelque part. Il aurait dû s'adapter aussi. Alors, il aurait eu accès aux trucs de santé mentale auxquels il n'avait pas accès à l'époque. Ça aurait peut-être pu l'aider à être encore... C'était un joueur monstrueux, c'était un rebondeur absolument fantastique, défenseur incroyable. Il aurait pu switch sur toutes les positions quand même en défense. Voilà. Par contre, il ne shoot pas, ouais. Donc mais bon, voilà, tout ça pour dire que c'était la déclin un peu grinçante du jour. Pour une fois, c'est pas Karl Anthony Towns, donc. Ouais, bon, on en a marre de taper sur 4. Il y en aura d'autres pendant l'été, vous inquiétez pas. 4 n'est jamais battu. On trouvera d'autres occasions. Bon, en tout cas, on se retrouvera demain. On verra bien si d'ici là, il y a eu un trade, s'il y a eu des rumeurs. Et on se retrouve ce soir, en fait, d'ailleurs, en réalité. Absolument, Late Session. On est mardi. Late Session ce soir sur Twitch à partir de 23h. Donc, n'hésitez pas à passer. En plus, vraiment, sur Twitch, vous pouvez nous donner n'importe quel sujet. Généralement, avec Shai, on va pas vous mentir, on a arrêté de les préparer. Soyons très honnêtes, on prépare plus trop les live Twitch. Juste, on vient et on parle de ce que vous voulez discuter. Donc voilà, n'hésitez pas. Généralement, ça tourne autour de plein de trucs différents. Et on est en live pendant 1h30, 2 heures, même plus 2 heures qu'1h30 d'ailleurs. Donc voilà, franchement, encore une fois, n'hésitez pas. C'est plutôt sympa. Et nous, demain, nouveau CQFR, bien sûr. D'ici là, bonne journée à tous. Ciao.